On porte tous en nous des histoires, mais parfois, certaines de ces histoires ne nous appartiennent pas vraiment. Ce sont des héritages invisibles, vous savez, des échos du passé familial qui peuvent tranquillement façonner nos vies sans même qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, on va justement mettre un peu de lumière sur l'une de ces transmissions, une des plus fascinantes et troublantes. Est-ce que ça arrive de ressentir une sorte de tristesse de fond, sans vraiment savoir d'où elle vient, ou cette sensation un peu étrange de vivre au ralenti, d'être un peu à côté de sa propre existence, comme si on portait un poids qui n'est pas à nous? C'est ce sentiment d'être spectateur, comme si une force invisible nous freinait, nous empêchait d'être pleinement heureux. Et cette phrase, elle est tellement juste. C'est Anne Hanslin-Schützenberger, une des grandes pionnières de la psychogénéalogie, qui l'a dite. Ce que les parents taisent, les enfants le répètent. Ça résume tout, en fait. Ça veut dire que les secrets, les deuils qui n'ont pas été faits, les silences, eh bien tout ça ne disparaît pas, ça se transmet et ça finit par ressortir, parfois des générations plus tard. Alors, allons-y, plongeons un peu dans ce concept. Ce phénomène, il a un nom. C'est le docteur Salomon Selam qui l'a conceptualisé sous le nom de syndrome du gisant. Il est temps de mettre des mots, de définir cet invisible qui pèse parfois si lourd. Alors, un gisant, à l'origine, c'est la sculpture qu'on voit sur les tombeaux, la représentation du défunt. Et symboliquement, c'est un peu ça. Une personne qui, dans le syndrome du gisant, représente, inconsciemment bien sûr, un membre de sa famille qui est parti trop tôt. C'est comme si elle ne vivait pas complètement sa propre vie, mais qu'elle portait aussi, par une sorte de loyauté invisible, l'histoire inachevée de quelqu'un d'autre. Mais alors, d'où ça peut venir, concrètement ? Souvent, la source, c'est un deuil qui n'a pas pu se faire. Ça peut être la perte d'un enfant, que ce soit une fausse couche, un bébé mort-né, ou encore la mort très jeune d'un oncle, d'une grand-mère, un drame dont on ne parle jamais. Un décès que la famille a vécu comme une injustice terrible et qu'on a préféré taire. Et c'est ce silence, ce vide, qui va inconsciemment chercher à être comblé par un descendant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette transmission, elle ne prend pas toujours la même forme. En psychogénéalogie, on fait la distinction entre plusieurs profils, surtout en fonction de la place de la personne décédée dans l'arbre généalogique. On a principalement deux grandes voies. D'un côté, il y a le gisant horizontal. Là, on parle de quelqu'un de la même génération, un frère, une sœur, un cousin qui est décédé. La mission inconsciente, c'est souvent de le remplacer. Et de l'autre côté, on a le gisant vertical. Lui, il est connecté à un ancêtre, un grand-parent, un arrière-grand-parent. Et là, il va plutôt avoir tendance à reproduire des schémas de vie, des peurs, voire un destin qui ressemble à celui de cet ancêtre, sans même l'avoir connu. Un cas particulièrement frappant, c'est celui de l'enfant de remplacement. C'est un enfant qui naît juste après la perte d'un autre, et sur qui les parents, sans le vouloir, vont projeter toute l'image et le deuil du disparu. L'exemple de Vincent Van Gogh est incroyable pour ça. Il est né 1 an, jour pour jour, après son frère mort-né, qui portait le même prénom. Imaginez le poids. Il a vécu toute sa vie dans l'ombre de ce fantôme. Bon, mais alors comment ces échos du passé se manifestent-ils au quotidien? Quels sont les signes, les symptômes qui peuvent vraiment mettre la puce à l'oreille, qui peuvent faire penser à ce genre d'héritage invisible? Chez un adulte, ça va souvent se traduire au niveau psy et émotionnel. Cette fameuse tristesse de fond sans cause apparente, ce sentiment de ne pas mériter d'être heureux, ou une culpabilité étrange d'exister, tout simplement. Ça peut aussi être des schémas d'échec qui se répètent en amour, au travail, ou encore ce sentiment tenace d'être un imposteur, comme si on jouait un rôle dans une vie qui n'est pas tout à fait la sienne. Chez les plus jeunes, évidemment, les signes sont plus symboliques. Ça peut être un intérêt un peu étrange pour la mort, des jeux qui tournent toujours autour de la perte ou au contraire une maturité complètement déconcertante pour son âge. En fait, c'est le corps et le comportement de l'enfant qui expriment ce que l'inconscient de la famille n'a pas pu mettre en mots. Alors, identifier ces schémas, c'est une étape énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. Bien au contraire, c'est souvent le tout début d'un vrai chemin de libération. L'objectif, c'est de se réapproprier son histoire et de reprendre sa juste place, sa place à soi et rien que la sienne. Ce cheminement, il se fait souvent en plusieurs étapes. La toute première, c'est de reconnaître qui est cette personne oubliée, quelle est son histoire. Ensuite, vient le temps de symboliser, de lui rendre hommage, de lui redonner sa place. L'étape cruciale, c'est la troisième, la différenciation. C'est là qu'on peut dire, symboliquement, je te rends ton destin et je prends le mien. Et enfin, la dernière étape, c'est d'intégrer cette nouvelle liberté et de s'autoriser enfin à vivre pleinement pour soi. Et pour faire ce chemin, on n'est pas seul. Il y a des outils vraiment puissants. L'analyse transgénérationnelle, par exemple, où l'on dessine son arbre généalogique, ce qu'on appelle un génosociogramme. C'est la base. Et puis il y a des approches comme les constellations familiales ou des rituels symboliques qui permettent de mettre en scène ces liens invisibles et de les dénouer d'une façon très concrète, très transformatrice. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que se libérer, ça ne veut pas dire rejeter son passé ou oublier ses ancêtres. C'est tout le contraire. Il s'agit de les honorer, eux et leur histoire, mais d'une manière saine, qui ne nous emprisonne plus.
C'est une forme de réconciliation qui permet enfin de vivre dans son propre présent avec ses propres désirs et ses propres choix. Se libérer soi-même, c'est aussi, d'une certaine manière, libérer ses ancêtres dont l'histoire inachevée cherchait une voie. Alors, une fois que la lumière est faite sur ces liens, la vraie question qui se pose, c'est quelle histoire décide-t-on d'écrire pour soi, à partir de maintenant ?